AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Laurence. Alors avant de recevoir votre invitée Martine Brousse, fondatrice et présidente de La Voix de l'Enfant, ce matin vous parlez d'engagement contre le harcèlement scolaire. Oui, au cœur de l'actualité ces dernières semaines, en primaire, au collège, au lycée, le harcèlement scolaire touche trop d'enfants, impacte beaucoup trop de familles. Violences physiques et psychologiques, menaces, intimidations, cyberharcèlement. Le dernier rapport de la note d'information de l'Éducation nationale pointe des chiffres alarmants. 46% des élèves déclarent avoir été victimes d'au moins une violence de façon répétée durant l'année scolaire. 6,7% d'entre eux signalent 5 atteintes répétées ou plus. Et parmi eux, 63% déclarent s'être sentis harcelés depuis le début de l'année scolaire. C'est dire la répétition des faits. Les atteintes les plus fréquentes sont les vols de fournitures scolaires ou d'objets personnels à 54%, les insultes 43%, les mises à l'écart, le sentiment d'humiliation à 43%. Violences physiques, bousculades, coups, lancers d'objets touchent plus les garçons que les filles, mais ces dernières sont davantage concernées par l'ostracisme. Une fille sur 2 déclare avoir été mise à l'écart durant l'année scolaire. Un collégien sur 5 a été victime d'au moins une cyberviolence de façon répétée. Diffusion de photos, films, rumeurs humiliantes, injures, moqueries, menaces, raquettes. D'après le Sénat, 800 000 à 1 million d'élèves sont ainsi harcelés chaque année. Échec scolaire, isolement social, angoisse, dépression, troubles du sommeil, suicide. En fait, on ne le dit pas assez clairement. Le harcèlement scolaire, ce sont des enfants qui harcèlent d'autres enfants. Alors, qu'est-ce qui peut conduire un élève ou un groupe d'élèves à se conduire ainsi ? La différence perçue avec l'autre, sociale, culturelle, physique, intellectuelle, comportementale, de nationalité, de religion. L'absence de cadre familial, la banalisation et l'anonymat des réseaux sociaux et aussi la dynamique des pouvoirs entre élèves, le désir de faire partie d'un groupe même violent pour répondre à un besoin identitaire, l'expression de troubles oppositionnels avec provocation des enfants eux-mêmes victimes de violences ou évoluant dans des contextes de violence. La lutte contre le harcèlement scolaire est un enjeu crucial. Les conséquences dévastatrices souligne l'urgence d'une politique solide, durable, incluant des mesures de prévention, de repérage, d'information et de soutien. Pourtant, cette politique de protection des enfants rencontre des résultats mitigés. Seuls 3 élèves sur 10, victimes au moins une fois dans l'année, en ont parlé à un ami, un parent, un adulte du collège. Seuls 17% des parents s'adressent à un membre du collège ou du lycée et seuls 5% à la police ou à la gendarmerie. Il faut des cas de multivictimisation ou de suicide pour amener 37% des parents au collège et 17% chez les forces de l'ordre. Quant aux lignes d'écoute, seulement 2% y ont eu recours en 2022. Alors, sommes-nous face à un échec de la politique gouvernementale ? Ce qui semble sûr, c'est que le manque de formation du corps enseignant dans sa globalité, le manque de connaissance des protocoles de repérage et de signalement, le manque d'accessibilité au système de prise en charge existe. Et bien justement, pour en parler et libérer la parole, votre invitée ce matin, c'est Martine Brousse, fondatrice et présidente de La Voix de l'Enfant. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Muriel. 42 années d'engagement au service de l'enfant, au soutien de l'enfant. La Voix de l'Enfant, c'est 80 associations membres et 80 pays d'intervention. Votre mission, c'est d'apporter à tout enfant en détresse des conditions de vie respectueuses de ses droits. Alors, sur le harcèlement scolaire, vous diriez quoi, vous ? Quel est votre regard ? Oh, il y a un gros blanc. Un regard critique. Parce que c'est vrai qu'il y aura toujours de la maltraitance, il y aura toujours du harcèlement. C'est la guerre des boutons, on va vous dire, comme le disent certains. Mais une grande partie, et vous l'avez bien relaté dans votre préambule, la majorité des situations peuvent être enrayées. Et le manque aujourd'hui de prise en compte, on est toujours derrière. On est incapable, en France, d'anticiper des mots MAUX qui peuvent atteindre des enfants. Or, le harcèlement fait partie d'une évolution de la société. Et donc, parce que ça fait partie de la violence. Et que quand il y a de la violence dans une société, bien entendu, chez les plus jeunes aussi, ça se traduit. Et ça se traduit où ? À l'école ou juste à l'extérieur de l'école. Et qu'il n'y a pas eu de prise en compte. Et c'est pas faute de l'avoir rappelé et de l'avoir dit depuis des années. Nous avons tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne les violences à l'intérieur des institutions et notamment à l'intérieur de l'institution scolaire. Donc,
Qu'est-ce qui a été fait ? Alors, on va vous dire, il y a des programmes, il y a un programme phare. Oui, le programme phare, oui. Je le rappelle quand même, le programme phare qui existe depuis 2019, qui est en cours de déploiement, ça veut dire qu'il n'est pas complètement déployé dans la France entière, et qui prévoit la formation d'au moins 5 personnes ressources par établissement, la présence de 10 élèves ambassadeurs par collège et de 10 heures d'apprentissage annuel pour les élèves du CP à la 3e. Ça suffit ? Ben déjà, le dernier point, 10 heures d'apprentissage, et que le ministre, dernièrement, un samedi ou un dimanche, a convoqué les responsables d'établissement pour dire vous devez demander à vos enseignants de faire 1 heure d'information sur le harcèlement. Ce qui montre bien que ce n'est pas en place. Et est-ce que c'est à chaque fois parce qu'il y a une actualité qu'on prend des mesures ? Il est là le problème aujourd'hui. Oui, l'actualité, comme c'est qu'on a l'impression que là aussi, les responsables politiques courent une fois que l'actualité, et quand ça touche des enfants ou n'importe qui, mais là des enfants, mais il a fallu, parce que on parle du suicide de la petite Lindsay, mais avant il y a eu Lucas. Il y a eu Lucas, il y a eu Thibaut. Il y a eu Thibaut et la petite fille à Noël qui s'est suicidée 10 ans. Absolument. Bon. Voilà, et sans parler de tous ces enfants qui sont en souffrance en permanence. Nous avions l'autre jour, j'ai un administrateur qui m'appelait en me disant « Martine, j'étais chez un commerçant, il y a une maman qui parlait de ce que vivait son enfant, elle fait en sorte que son enfant soit inscrit dans une école privée car il est l'objet de harcèlement. Elle a été voir le principal, elle a été voir le proviseur, ça ne bouge pas. Mais la question... elle est quels sont les moyens ? Est-ce qu'il y a une volonté politique ? Vous pensez qu'il n'y en a pas ? La volonté politique, aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté politique du président de la République. D'accord. Il l'a montré dans sa campagne, à 3 reprises, dans les moments les plus forts. Pendant sa campagne, dans son discours d'entretien face à Madame Le Pen, où il a fini ses 40 secondes en disant que la priorité, c'était l'enfant. Et puis, dans son investiture, où il est revenu en disant que l'enfant était sa priorité. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est le président de la République, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous ? Qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près 13 millions d'enfants de la maternelle à la fin du lycée scolarisés. 13 millions. Vous savez combien il y a de médecins scolaires ? Très peu. 700. Il n'y en a pas dans tous les établissements, 700. ça c'est sûr. 13 millions, 700 médecins scolaires. Je ne vous parle pas de la difficulté d'avoir des infirmières scolaires. Donc déjà, c'est le repérage. Une véritable politique de prévention. On n'a pas de politique de prévention, que ce soit pour le harcèlement ou pour la maltraitance. On est à chaque fois à relancer une campagne, une information. Mais par exemple, lancer une campagne. On nous annonce une campagne pour la rentrée de septembre sur les violences sexuelles. Mais rappelons aussi à vos auditeurs qu'il y a 1 à 3 enfants qui meurent par semaine sous les coups. Oui, on le sait, mais alors pourquoi il n'y a pas de repérage ? C'est une question de moyens ? Parce qu'on le sait, les enfants parlent, les familles parlent. Ça fait partie de la volonté politique. Le jour où il y aura une réelle volonté politique, on donnera les moyens. Ce matin, j'étais avec un médecin scolaire, justement, qui nous donnait toutes ces informations dans le cadre d'un groupe de travail où on essaie de comprendre. Le problème, c'est que la volonté politique, elle ne peut s'appliquer que si déjà on a évalué les moyens que nous avons. Or, on va de loi en loi. Il aurait suffi de renforcer la loi de 2016. Laurence Rossignol avait lancé un premier plan d'action. Ministre de la femme déléguée à la famille et à l'enfance. Un premier temps qui a abouti, après consultation, pendant plus d'1 an et demi, des associations et des acteurs et des professionnels de terrain. Après, on a eu la loi 2016, qui a rétabli d'abord la maltraitance, parce que la loi de 2007 avait supprimé le mot maltraitance. Donc comment voulez-vous qu'entre 2007 et 2016, on parle du harcèlement, de la maltraitance, des violences faites aux enfants ? Mais alors, est-ce que c'est pas aussi un problème d'organisation de la protection de l'enfance ? Parce que aujourd'hui, ce sujet est réparti entre plusieurs ministères. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un grand ministère des droits de l'enfance de 0 à 15 ans, plutôt que de dire que de 0 à 3 ans, on est dans la santé, que de 3 ans à 15 ans, Tout à fait. on C'est est dans la saucissonné. protection de Aujourd'hui, l'enfance. on a un ministère de la petite enfance de 0 à 3 qui s'occupe aussi de maltraitance. Et puis après, de plus de 3 ans jusqu'à 18 ans. Est-ce qu'on peut saucissonner ? demandons- Est-ce qu'on peut avoir des silos comme ça ? Non, nous demandons, et parce que tout est en silo.
Il y a la santé, il y a la justice, il y a le scolaire, il y a les loisirs, il y a le sport. Donc nous demandons un grand ministère, comme vous venez de le dire, de 0 à 15 ans. À l'intérieur de ce grand ministère, où il y aurait une transversalité et non pas une verticalité, où il y aurait la partie qui relève de la santé, du 0 à 15 ans, des 0 à 15 ans, qui aurait la justice de 0 à 15 ans, puisqu'on parle bien des mineurs de 15 ans, c'est donc bien en dessous de 15 ans. Il y aurait le scolaire, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en lycée. Oui, bien sûr. Et donc, on aurait une politique qui permettrait déjà de comprendre ce qui fait qu'un enfant peut être en souffrance, on pourrait faire de la prévention, on aurait des professionnels qui seraient à qui s'adresser, et surtout qu'on ne serait plus en silo, mais qu'on serait dans la transversalité, parce que c'est insupportable. Alors moi, les ministres que je reçois, on les a reçus ici, les ministres, Madame Cobel, on a reçu Madame Darrieussecq, on reçoit les ministres. Ils sont tous sur ils se félicitent de l'interministérialité. Et quand je leur pose la question de la déperdition d'efficacité dans ce système d'interministérialité, ils me disent que non, que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, moi je vais vous donner un exemple qu'on vit au quotidien à la Voix de l'Enfant. Vous savez qu'il y a 25 ans, avec Madame Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, il y a eu la loi du 17 juin 98 qui crée ces fameuses unités d'accueil pédiatrique pour recueillir la parole de l'enfant avec une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que l'enfant victime arrive en pédiatrie et les enquêteurs, policiers ou gendarmes viennent au chevet de l'enfant, les médecins sont au chevet de l'enfant, les magistrats sont en lien direct pour savoir si on ouvre ou pas une instruction, etc. Donc on est au chevet de l'enfant. Ces unités, elles ont été créées, la première, la loi de 98 et 99. Il y en a combien en France ? Aujourd'hui, il y en a 84. Mais il y a eu le lancement d'une politique dont on s'est réjoui. C'était la Voix de l'Enfant qui portait ça sur des fonds privés avec quelques subventions. Et les équipes et les professionnels. Nous sommes partis des besoins des professionnels. Et puis il y a 2 ans, eh bien, avec la loi Taquet, il a été décidé que c'était repris par l'État. Et c'est détricoté aujourd'hui, parce qu'on est en silo. C'est confié à la santé, aux ARS. Ça veut dire que si c'est confié à la santé, les enfants ne sont pas auditionnés et que donc on ne pourrait pas reconnaître leur statut de victime ? C'est pas la question. C'est pas la question. C'est-à-dire que nous, on avait fait de la pluridisciplinarité. Il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une vérité. C'est l'enfant, il faut le prendre dans sa globalité. Il est en souffrance. Il faut chercher la manifestation de la vérité pour la justice. Et puis, il faut aussi avoir les éléments et le parcours du soin après. Et là, eh bien, ces salles d'audition professionnelles où leur parole est enregistrée, et les enquêteurs sont à 2, etc. Et bien tout d'un coup, on ouvre des unités sans salle d'audition. On nous parle du parcours de soins. Donc c'est ce que j'appelle détricoter. Détricoter ce qui fonctionne depuis 25 ans, qui est reconnu aujourd'hui. Et on attribue à quoi ce détricotage ? Est-ce que c'est, un égo politique, la volonté de marquer par un manque de son connaissances, empreinte ? C'est par un manque de connaissances et de créer, de vouloir dire qu'est-ce que ça veut dire que l'État reprend les choses. D'abord, il y a les départements qui sont en charge de la protection de l'enfance, mais surtout ces unités. Oui, dans le cas de l'ASE, on ne peut pas dire que ça soit formidable, quand même. C'est pas formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a énormément de positifs. Et je pense que si demain, plutôt que de pointer toujours ce qui ne fonctionne pas, moi, pointer ce qu'on nous détricote, ça, je vais le pointer. Parce que je trouve que c'est pas acceptable, que ce soit pour ça ou pour d'autres mesures qui sont prises. Mais pointer tout le temps ce qui va dysfonctionner à l'aide sociale à l'enfant. C'est vrai qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, mais il y a aussi au lieu de renforcer que l'État et inversement que les départements renforcent ce qui se passe bien d'un côté comme de l'autre. Je crois qu'ils essaient de le faire. Ils y arrivent avec peut-être le pas grand très GIP. bien, mais il y a eu un grand GIP de créé qui est enfance, le GIP France Enfance Protégée, où il y a les départements, l'État, les 3 collèges et les associations dont nous sommes. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de créer de nouvelles choses à côté de choses qui fonctionnent. Justement, sur les nouvelles choses, il y a beaucoup de lignes d'écoute aujourd'hui. Il y a plusieurs numéros, il y a des campagnes permanentes. Et 2% des parents, alors si mes chiffres sont exacts, je ne sais pas si vous les confirmez, 2% des parents ou des victimes les utilisent. Ça c'est quand même un point important. Pourquoi ces lignes d'écoute ne sont-elles pas plus utilisées par les victimes et par les parents ?
tant que vous aurez de multiples numéros, faisons ensemble en sortant un radio-trottoir, micro-trottoir. Vous verrez, il y a un numéro qui commence à ressortir, c'est le 119, le 119, que tout enfant peut Donc l'idée que nous demandons, et je peux vous dire que nous avions une réunion hier, et que l'ensemble des associations de protection de l'enfance sont unanimes pour dire un seul numéro avec une plateforme de préaccueil qui orientera après vers le harcèlement, vers le numérique, vers la maltraitance, etc. Avec des gens compétents au bout du fil. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez le 3018, vous avez le 3020, vous avez le 119, vous avez le 114, vous avez le 116 000 et j'en oublie. Donc je crois qu'il faut, là aussi, vous disiez, et vous repreniez ce qu'on propose, un grand ministère, eh bien un seul et unique numéro qui, après, avec une plateforme, dispatchera les appels auprès des services compétents. Alors, on va revenir, avant de terminer cette conversation avec vous, Martine, on va revenir sur les enfants, parce que c'est quand même eux qui sont concernés. Des enquêtes de santé publique font état, surtout depuis le Covid, d'un passage accru aux urgences des jeunes âgés de 11 à 18 ans, d'une hausse des taux d'hospitalisation pour mal-être et de 30%, et des gestes suicidaires de 35%. Quelles sont, en 2 mots, vos préconisations et comment est-ce qu'on peut vous aider ? Les préconisations sont déjà que lorsqu'un enfant a besoin d'un psychologue, si les parents ne peuvent pas aller dans du privé, et encore même dans le privé, eh bien, on n'attend pas 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous. Quand c'est pas 18 mois, 2 ans à Paris, confirmé par des médecins encore ce matin. Donc, il faut que la santé de l'enfant soit prioritaire, mais pas à un temps donné, et que demain on va passer à autre chose. Il faut qu'il y ait véritablement un continuum et des moyens. Ça doit être, on a fait tout ce qu'il fallait pour lutter contre le terrorisme, etc. Et ce que nous approuvons, mais il faut vraiment que l'enfant soit la priorité des 4 années à venir du gouvernement. Un message entendu, l'enfant la priorité des 4 années à venir. Merci beaucoup, Martine. Merci la beaucoup. Voix de l'enfant. Ouais, la Voix de l'enfant, et merci beaucoup pour votre force de l'engagement et vos mots. À réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci Muriel. Merci Laurence. Merci à vous et merci Muriel. Merci. À vous. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.